Bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous voyez mon écran. Donc là, sur les prochaines minutes là, qu'on va passer ensemble, je vais vous rappeler rapidement le contexte de la création de ce kit, les objectifs. Donc voilà, rappel du contexte, les objectifs de ce kit, le contenu de ce kit et puis comment vous pouvez l'utiliser selon qui vous êtes, quelle est votre structure, tout ça. Et puis, il fera un tout petit point sur l'après-formation, parce qu'en fait, là, on va parler d'un outil de sensibilisation, mais vraiment, l'objectif, c'est que derrière, en découle des actions concrètes. Donc voilà, je vais aussi évoquer un petit peu ce sujet-là. Et juste avant, je vous présente quand même l'OPI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Office pour les insectes et leur environnement, c'est une association nationale agréée au titre de la protection de l'environnement. Ça fait plus de 50 ans que cette association existe. On a à peu près 35 salariés à y travailler. Et on fait notamment de la formation professionnelle continue qui est certifiée Calliope. On fait aussi plein d'autres choses. Et il y a deux gros piliers, on va dire, deux pôles dans notre association. C'est d'une part l'expertise et la protection des insectes. Donc là, on va participer à des inventaires, des suivis, des études. On va contribuer à l'élaboration des listes rouges de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On va animer des plans nationaux d'action qui concernent les insectes. Donc là, c'est mon cas pour le plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation. Et d'autre part, on va mobiliser les publics. Ça, c'est vraiment très important aussi dans nos métiers. Il y a toute une partie des collègues qui travaillent plus sur de l'éducation à l'environnement auprès de scolaires ou de publics, on va dire, amateurs, enfin de citoyens à titre personnel. Et puis, il y en a d'autres qui vont travailler plus avec le monde professionnel et on va donc former, diffuser de l'information via une revue qui s'appelle Insect, les réseaux sociaux, un site internet qui a été refait récemment et sur lequel vous trouverez plein de choses intéressantes. C'est insect.org au pluriel. Euh, voilà, donc ça c'était juste pour faire un petit topo sur qui nous sommes. Hop. Alors, et maintenant, j'aimerais savoir un petit peu qui vous êtes aussi. Et du coup, je vous propose, ça va être trois petites questions juste pour savoir dans quel monde professionnel vous êtes. J'aimerais bien savoir si vous êtes une association, enfin, si vous représentez une association, une entreprise ou une fédération, un établissement public, une collectivité, ou si vous êtes là plutôt à titre indépendant, vous n'êtes pas rattaché à une structure en particulier. Ça me permet, moi, de savoir un petit peu qui est intéressé par ce kit et puis comment a circulé l'information par rapport à la diffusion du webinaire. Bon, c'est assez équilibré. Il y a un petit peu de tous les types de structures, donc c'est intéressant. Je laisse un petit peu de réponse encore, mais super. Pas mal d'associations qui vont peut-être du coup se faire le relais auprès d'entreprises, puisque les publics qu'on cible par ce kit, c'est surtout les entreprises et les collectivités. En gros, c'est ceux qui vont avoir du foncier, des dépendances vertes et sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place à terme des actions concrètes en faveur des pollinisateurs. Ok, bah merci pour votre première réponse, c'est très intéressant. Question suivante, est-ce que vous travaillez plutôt dans le secteur ou en lien avec le secteur de l'aménagement urbain ou des copropriétés, là plutôt dans le cœur des villes, les infrastructures linéaires de transport, les sites industriels ou grandes emprises foncières, les sites culturels ou de loisirs, ou alors est-ce que vous êtes pas concerné, vous accompagnez des secteurs, mais vous n'êtes pas concerné par un secteur en particulier. Il y a beaucoup qui ne sont pas concernés, mais qui accompagnent du coup. Ouais, bah, du coup, c'est probablement toutes les associations qui vont du coup rayonner sur les autres secteurs. Ok, très intéressant. Donc, pas mal d'infrastructures linéaires de transport, ce qui me surprend pas trop parce que en général, ils sont pas mal mobilisés, notamment les bords de route, sur la thématique des pollinisateurs. Mais j'en ai cité, mais ce n'est pas exhaustif, bien sûr.
Où est l'agriculture? Ben, en fait, il y a pas. Ben, alors, ça peut être dans les grandes emprises foncières, puisque l'agriculture représente des grandes emprises. Mais comme je le disais, c'est vrai que je suis très contente qu'il y ait le monde agricole qui soit représenté dans cette visio, mais c'est vrai que ça fait pas partie des personnes directement concernées par des entreprises ou des collectivités. Mais bienvenue. Et du coup, le kit sera quand même utile, même si c'est pas directement conçu pour le monde agricole. Ça peut également vous intéresser, chose qu'on va aborder par la suite. Ok, merci pour cette deuxième question. Et la troisième, ma connaissance du plan, oh oui, il y en a qui ont déjà répondu, du plan national en faveur des pollinisateurs. Jamais entendu parler. J'ai une vague idée du contenu et des objectifs. Je connais plutôt bien le sujet, ou alors je connais et ma structure y contribue. Plutôt vague sur le contenu et les objectifs. Après, c'est pas l'objectif du webinaire, c'est juste que je vais rapidement introduire parce que c'est dans le cadre du plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation que s'inscrit la création du kit pollinisateur. Et du coup, forcément, je voulais voir un petit peu si vous aviez connaissance de la base, quoi, du socle qui a permis cela. Ok, bon, bah, du coup, ça vaut le coup de détailler un petit peu ce sujet. Je retourne à ma présentation et ben, du coup, on est pile poil là-dessus. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez quitter vos téléphones jusqu'à la prochaine heure. Euh, donc, le plan national. Ouais, je vais remettre en présentation parce que là, je suis. Le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, c'est un plan qui est porté par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Il a 6 axes qui se complètent, hein, de la connaissance scientifique à la mobilisation des acteurs. Et donc, moi, au niveau de l'OPI, je viens en appui au ministère de la Transition écologique sur l'axe qui concerne les secteurs non agricoles. On les appelle les autres secteurs d'activité. Vous voyez que dans le plan, il y a évidemment l'axe agriculture et apiculture aussi qui est concerné. Je ne rentre pas dans ce détail et on va aller directement au niveau de l'axe 3, donc les autres secteurs d'activité. Alors, simplement, avant de passer à la slide suivante, vous avez peut-être remarqué que le plan a une durée qui est de 2021 à 2026. L'idée, c'est on arrive à l'échéance de ce plan-là, mais il va forcément être reconduit par la suite. Donc, faut pas relâcher en termes de dynamique. Et puis, il y a d'autres outils de politique publique qui existent et qui ont émergé, notamment au niveau européen. Il y a le règlement européen de protection de la nature qui mentionne à son article 10 les pollinisateurs. Donc, il y a vraiment un enjeu à mettre notre énergie en faveur des pollinisateurs qui sont très menacés, comme pas mal de taxons de la biodiversité. Donc, dans l'axe 3, qui concerne donc, tous les secteurs non agricoles, l'objectif, c'est de doubler les surfaces favorables aux pollinisateurs. Donc, chacun peut voir ça à son échelle, essayer de doubler les surfaces favorables aux pollinisateurs au niveau de son entreprise ou de sa collectivité. Ça concerne les aménagements urbains, les sites industriels, donc genre les carrières par exemple, les infrastructures linéaires, bord de route que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi bord de voies ferrées, au niveau des transports d'énergie, l'électricité également. Et puis, on va avoir aussi les aires protégées qui sont concernées par cet axe. L'idée, pour pouvoir arriver à cet objectif de doubler les surfaces favorables aux pollinisateurs, ça va être de mobiliser un maximum de parties prenantes, de les accompagner, d'où l'idée, vous voyez peut-être venir avec la sensibilisation, et puis de veiller, donc ça, veiller, c'est voir un peu ce qui se fait sur les territoires, s'il y a des choses qui émergent, des initiatives inspirantes et de les partager pour que d'autres puissent en tenir compte et l'union faisant la force, puisse s'en inspirer pour reproduire les choses qui ont fonctionné. Donc j'en profite au passage pour vous demander, enfin, je vous le demande indirectement, mais si vous avez des retours d'expérience à partager, n'hésitez pas à noter mon adresse mail et à me les partager parce que souvent il y a beaucoup de personnes intéressées pour consulter des retours d'expérience, mais en fait, tant qu'on n'en a pas beaucoup de partagés, bah,
ça peut être un petit peu frustrant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des choses déjà que vous mettez en place, à me les partager en mail à l'issue de ce webinaire. Donc on le voit hein, quand on mentionne tous ces secteurs d'activité, finalement ça représente des milliers de personnes qu'il faudrait sensibiliser, rien que sur la thématique là, des pollinisateurs qui nous intéressent aujourd'hui. Euh, Ça concerne des projets qui sont rien qu'à l'étape de conception de projet, ou même des plans, même pour des plans locaux d'urbanisme, de la planification à l'échelle territoriale. Donc là, on va avoir des responsables immobiliers, des paysagistes, des élus, etc. Après, il y a toutes les personnes qui vont être impliquées dans les phases de travaux, des chefs de chantier, des agents, agentes de terrain, des bureaux d'études, etc. Et puis, lorsque les projets ou les aménagements sont déjà en place, on va avoir toutes les corps de métier qui sont plus sur l'entretien des espaces. Donc, ça va être les syndics de copropriété, les services en charge de marché de prestations d'entretien et les prestataires en entretien d'espaces verts. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour vous montrer un peu le panel. Donc, vous vous situez peut-être dans une de ces cases, mais il y a énormément d'autres personnes concernées par cette thématique. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire un kit de formation qui soit simple d'usage pour que chacun puisse l'utiliser soi-même au sein de son entreprise et que ça fasse boule de neige et qu'on ne dépende pas de quelques personnes pour former le grand nombre de métiers qu'il y a à former. Donc, c'est ce kit que je vous présente aujourd'hui. Euh, il y a plein d'autres choses qui existent déjà. Il y a plein d'outils de sensibilisation et l'idée, c'est pas de se dire qu'on a fait quelque chose de complètement nouveau. Par contre, c'est adapté à un public précis, à un cadre précis. Et pour ceux qui ont participé, par exemple, au MOOC pollinisateur de l'OFB, c'est complémentaire. C'est plus que là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus condensé. On est sur des formations de une demi-journée à un jour et demi hein, pour démarrer. L'idée, c'est aussi d'être vraiment sur un kit qui est utilisable exclusivement en présentiel et en groupe. Et après, vous avez d'autres kits hein, qui existent. Par exemple, j'avais envie de mentionner la mallette pédagogique qui a été développée par la Réserve naturelle nationale des étangs, de l'étang des Landes et puis le CPIE du Pays Creusois qui s'appelle Mission Pollinisation, qui va être plus adapté à un public scolaire ou grand public, mais peut-être un peu moins directement sur le monde du professionnel et des aménagements qu'on va mettre en place précisément. Donc voilà, tout ça, ça se complète et donc le kit de formation, là, il est vraiment pour un usage plutôt professionnel. Il se déroule en trois grands temps. Il y a la compréhension, la prise de conscience et le passage à l'action. Donc, je le disais, c'est l'objectif de sensibiliser à grande échelle en fournissant des sessions de sensibilisation, entre guillemets, clés en main, qui permettent une utilisation en autonomie ou quand même avec l'appui d'une association spécialisée. Et à l'OPI, on se ferait un plaisir d'animer aussi ces sessions-là de sensibilisation, de formation au sein de vos entreprises, si vous en faites la demande, bien évidemment. Après, n'importe quelle autre structure peut s'en emparer pour former des partenaires, mais il y a une licence. L'idée, c'est de ne pas en faire un usage commercial et de mentionner les créateurs. Donc, je vous laisserai regarder plus précisément. Tout ça, vous l'avez de toute façon sur le site qui partage le kit pollinisateur. Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, l'animation de sessions de sensibilisation peut se faire donc en interne, par le biais, par exemple, des responsables RSE ou responsables biodiversité au sein des entreprises qui vont prendre la décision de s'imprégner du kit, de choisir les ateliers qu'il ou elle veut mettre en place pour ses collaborateurs, ses collègues, et du coup qui va animer en interne ces sessions complètement de façon libre et flexible, on va dire. Ou alors, les sessions d'animation peuvent être animées en externe, donc par l'OPI ou d'autres associations de protection de la nature notamment. Et les participants, donc le public cible, je le répète, c'est vraiment un grand panel d'acteurs, de la conception des projets jusqu'à l'entretien des aménagements.
checklist pour être sûr de rien oublier le jour où on organise une session, un quiz avec son corrigé, et puis un formulaire de retour d'expérience parce que ce kit étant nouveau, il est forcément perfectible et on sera très preneur de vos retours d'expérience critiques, positives ou négatives par rapport à son utilisation, à certains ateliers, pour pouvoir l'améliorer. Toutes les annexes ne sont pas encore en ligne, mais ça va être fait dans le courant du mois. Elles sont toutes prêtes, mais elles sont juste pas encore forcément mises en ligne. Le déroulé pédagogique, donc là, on rentre un peu plus dans le détail hein, de donc notre séquence, enfin comprendre, prendre conscience et passer à l'action. Donc la compréhension, c'est vraiment la base parce que on fait le pari que pour que les personnes veuillent vraiment s'impliquer et être actives et mettre cette question au-dessus de la pile de tous les autres dossiers qu'on peut avoir au quotidien, donc mettre les pollinisateurs, l'avoir tout le temps un peu en ligne de mire, il faut vraiment avoir bien compris ce que c'est que les pollinisateurs, quels sont les enjeux et avoir pris conscience de l'urgence qu'il y a à agir. C'est pour ça que la partie notions et chiffres clés sur la compréhension est un petit peu plus longue. C'est pas pour autant qu'on y passe plus de temps que sur les actions qu'on va aborder après. Donc, juste pour les balayer ensemble, vous avez une séquence sur la pollinisation et ses enjeux, les transporteurs de pollen, les insectes, donc dans le règne animal, dans le fonctionnement de la nature, et puis un focus sur les insectes pollinisateurs. L'histoire des plantes et des insectes, donc là c'est la coévolution. Les habitats qui sont favorables à ces insectes pollinisateurs. Et ensuite, on aborde donc les menaces. On fait le constat du déclin et de ses enjeux. On regarde un peu plus précisément quelles sont les causes du déclin de ces pollinisateurs. Et enfin, bah, on regarde quels sont les freins au changement. Parce que ce qui revient régulièrement, c'est de dire, bah, OK, on a compris les enjeux, on a compris l'urgence, on sait les actions qu'il faut mettre en œuvre, mais il ne se passe pas suffisamment de choses. Pourquoi? Et ce constat-là permet aussi, on l'espère, de se dire, bah, OK, on passe au-dessus de ces freins-là et là, on se lance vraiment dans des actions efficaces. Donc là, les actions efficaces, c'est ce qui vient ensuite. Donc, il y a une fiche, une séquence sur les multiples bénéfices du passage à l'action, parce que c'est pas que pour les pollinisateurs, finalement, ça, c'est vraiment en lien avec, enfin, toutes les actions qu'on va mettre en place sont favorables à d'autres parts de la biodiversité, pour pas dire l'ensemble de la biodiversité. Et puis, c'est aussi complètement cohérent par rapport aux actions à mener face à l'adaptation au changement climatique, etc. On aborde des aménagements et des bonnes pratiques, et puis quelques fausses bonnes idées, confusions à éviter. Donc là, je vais parler par exemple du frelon asiatique, le fait de mettre des hôtels insectes ou des ruches. Voilà. On va un peu dans le détail de ces questionnements qui touchent souvent les entreprises et les collectivités. Les ateliers participatifs, donc il n'y en a pas pour chacune des séquences, mais il y en a 9 sur 13 séquences. Là, l'idée, c'est d'impliquer les participants avec des modes d'apprentissage qui sont variés, de les impliquer, de les questionner et de les amener à co-construire potentiellement des stratégies de mise en place d'actions sur leurs propres emprises. Donc là, le premier atelier, c'est en lien avec la pollinisation, la compréhension de la pollinisation. Donc c'est peut-être le plus scolaire, on va dire, mais c'est la base, hein, le cycle de vie d'une plante et à quel stade apparaît enfin, le pollinisateur, à quel stade il est indispensable pour la poursuite du cycle. Et puis on va un peu plus loin en commentant des photos, en s'appropriant ces aspects très théoriques pour vraiment que ce soit compris dans la vraie vie, on va dire, en dehors d'un cycle scientifique. Le deuxième, ça va être le repas, avec ou sans pollinisateur. Qu'est-ce qui dépend de ces insectes, qu'est-ce qui n'en dépend pas? Souvent, ça amène pas mal de questions. Il y a beaucoup de nuances à apporter aussi là-dessus, mais on voit évidemment que la grande majorité de ce qu'on mange dépend des insectes. Insecte ou pas, donc ça c'est un jeu qui est plus pour savoir ce qui est, je dis jeu, hein, mais c'est des choses sérieuses, hein, c'est juste un support de pédagogie. Le jeu du sac, c'est on a plusieurs bestioles dans un sac, chacun va piocher une de ces bestioles et on va se questionner si est-ce que c'est un insecte ou pas, pour bien comprendre de quoi on parle. Et donc, est-ce qu'un scorpion c'est un insecte, est-ce qu'une araignée c'est un insecte, etc., etc.
pour reposer les bases de ce qu'est un insecte. Euh, Ensuite, on a un jeu plus sur un atelier plus sur qui sont les butineurs. Donc là, on s'appuie sur le SPIPOL, qui est un programme de sciences participatives que l'OPI anime en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et dans le cadre duquel il y a des ateliers aussi qui sont créés. Donc là, le kit Speople, ça permet d'aborder les différents ordres de pollinisateurs, hyménoptères, diptères, lépidoptères, coléoptères, pour ceux qui connaissent, et d'approcher la grande diversité des insectes pollinisateurs pour comprendre qu'en fait, ça ne se résume pas à une espèce ou à une dizaine d'espèces, mais plutôt 20 000 espèces à l'échelle de la France. Ensuite, je parlais de modes d'apprentissage variés, hein, donc il y a aussi un atelier qui se base sur le visionnage de 2 petites vidéos qui ont été faites dans le cadre du MOOC pollinisateur, donc de l'OFB, qui est paru en 2023 et qui est d'ailleurs réouvert là depuis le mois dernier. Vous pouvez aussi aller le reconsulter. Mais donc là, on a extrait 2 vidéos parmi ce programme très riche qu'est le MOOC pollinisateur pour aborder les enjeux enfin, pour aborder la question de la coévolution entre les plantes et les insectes pollinisateurs. Et puis ensuite une vidéo qui est plus sur des exemples précis de liens plantes-insectes, notamment là avec des orchidées. Je ne rentre pas plus dans le détail, hein, ça donne peut-être un peu envie, mais vous pourrez aller consulter le kit en prenant le temps à la suite de ce webinaire. Ensuite, donc là, c'était la partie compréhension. Là, on a la partie prise de conscience du déclin. On propose un atelier qui est en fait sur le principe d'un scénario catastrophe. Donc là, l'idée, c'est d'être très appliqué sur sur ce qui nous concerne, donc enfin, en tant qu'entreprise et collectivité. On va se dire, bah, par exemple, comment je vais faire pour que sur ma collectivité, surtout mes espaces verts, il n'y ait plus un seul insecte pollinisateur d'ici 5 ans. C'est un peu bizarre comme question, je vous l'accorde, mais en fait, le cerveau est plus habitué et enclin à trouver les choses qui ne vont pas. Donc, on va vraiment lister toutes les problématiques, mais aller vraiment dans le détail. Hein. Ce n'est pas l'idée de rester sur des banalités, des généralités, mais d'aller vraiment très loin dans le détail pour ensuite trouver les remèdes à chacune de ces causes. Et c'est là qu'on arrive à dessiner des choses un peu plus précises et à voir ce qu'on fait déjà, mais aussi à voir ce qu'on peut créer de nouveau pour partir de l'avant et s'assurer au contraire qu'il y ait beaucoup de pollinisateurs sur ma collectivité ou sur mon entreprise dans quelques années. Donc on l'a déjà pas mal testé et c'est un outil qui est très favorable à la prise de parole, à l'expression de tous les participants. Et enfin, on a la brique des actions, enfin des ateliers qui sont sur le passage à l'action. Donc là, en fait, les durées sont vraiment variables. Hein. Autant sur les premiers ateliers, ça va durer à peu près 20 minutes, 20-30 minutes. Autant là, sur les ateliers sur le passage à l'action, libre à chacun d'y passer le temps qu'il veut. Ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-journée, ça peut être, on en parle à 3 séquences différentes dans l'année pour vraiment aboutir notre stratégie en faveur des pollinisateurs. Mais en gros, les modes de co-construction qui sont proposés, c'est bah, déjà que les personnes qui mènent déjà des choses puissent présenter à l'ensemble de leurs collaborateurs les actions menées par leur établissement. Ensuite, il y a un atelier, moi, que j'aime beaucoup, c'est conserver, cesser, créer, les 3 C. On fait le point à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire, c'est plus simple à l'échelle d'un site parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très précis. Au regard de tout ce qu'on a pu voir sur les séquences précédentes, bah, qu'est-ce qu'on va conserver comme gestion ou comme aménagement qu'on a ou comme micro-habitat qu'on peut avoir de façon volontaire ou involontaire sur notre emprise. Qu'est-ce qu'on va cesser ou modifier? Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveau pour mieux accueillir les pollinisateurs?
Et le dernier atelier participatif, c'est sur des affirmations à débattre. Donc là, c'est pour aborder ce que je disais tout à l'heure sur les fausses bonnes idées ou les choses où parfois on peut faire des raccourcis et sur les questions d'hôtel insectes, sur les questions de frelons asiatiques, etc. Donc voilà, en fait, vous avez plein de modes différents. Et l'idée, c'est pas forcément de faire les 9 ateliers lorsque vous prenez la décision d'animer le kit pollinisateur, mais de choisir là-dedans et de trouver un bon équilibre par rapport aux connaissances de vos collègues et par rapport aussi à leurs souhaits, puisque vous pouvez leur demander en amont de quoi ils ont envie de traiter un peu plus précisément, par rapport au temps dont vous disposez aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est à faire à la carte. Donc, pour accompagner ces ateliers, je le disais tout à l'heure, il y a des fiches d'apport théorique qui permettent de faire la synthèse de ce qu'on a vu. Donc, il y a 3-4 idées par fiche et puis surtout pas mal d'illustrations euh, pour que ça saute un peu rapidement à la figure les enjeux ou les choses qu'on vient d'apprendre. Alors, est-ce qu'on se lance? Si vous êtes intéressé pour vous lancer dans l'animation ou si vous voulez que vos équipes soient formées sur la base de ce kit, on peut vous aider à construire un programme à la carte. Par exemple, ça peut aller du parcours que j'ai nommé complet, hein, pour créer vraiment une culture commune entre collègues. Ben là, il faut passer un jour et demi minimum, quoi. Après, ça peut être le parcours intermédiaire. Je veux motiver mon équipe à agir. Donc, c'est déjà un bon démarrage. On peut y passer 5-6 heures. Et puis, express, ça sera vraiment difficile de faire moins que 3 heures si on veut vraiment démarrer une réflexion. L'idée étant que bah, c'est un démarrage et puis on pourra toujours y revenir pour aller un petit peu plus loin en fonction bah, du répondant, des participants, de la motivation de vos collègues et de l'enjeu que vous avez sur votre structure. Donc, vous avez également, donc, je l'ai dit hein, un petit peu tout à l'heure, 3 options. C'est la première d'animer vous-même en autonomie votre session pour votre équipe. Vous êtes libre, tout est en libre accès sur Internet. Je vous repartagerai le lien du site tout à l'heure. L'option 2, c'est bah, en fait, je suis intéressée pour former mes équipes, mais je préfère que ce soit l'OPI qui le fasse. Comme ça, c'est un petit peu plus simple, où je me le sens pas d'animer ces choses-là pour mes collègues. Et il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Et l'option 3, c'est bah, je suis une association ou une autre structure et j'ai envie d'animer une session pour une autre structure. C'est aussi tout à fait possible. C'est simplement, on ne peut pas en faire son business, quoi. Utiliser ce kit pour créer sa propre activité et vendre des prestations. Ça paraît assez évident, mais voilà, je dois quand même le rappeler ici. Donc, il y a une licence Creative Commons avec les détails. Vous y avez accès aussi sur Internet. Ce qu'on recommande pour une session de formation, pour vraiment qu'il y ait de la discussion, là on n'est pas sur du déroulé de PowerPoint, hein, on veut impliquer les personnes, c'est d'avoir maximum 20 participants par session. Et je le rappelle, vous pouvez aussi nous faire, si vous avez testé ce kit, nous faire des retours d'expérience, ça serait très précieux pour nous permettre d'améliorer le dispositif. Donc là, je reviens sur la première option. Si vous animez en autonomie, juste préciser quelque chose, c'est que donc ce kit qui est fait dans le cadre du plan pollinisateur, que j'ai présenté très brièvement tout à l'heure, est financé par le ministère de la Transition écologique. Et ce même ministère va financer cette année, là, à l'automne, 2 jours de formation pour justement bah, les responsables RSE ou équivalents responsables biodiversité. Ça dépend, des fois les noms varient selon les structures. Mais en gros, pour ces personnes qui vont être les portes d'entrée pour parler biodiversité et mobiliser leurs collègues, on va organiser cette formation pour vous former à l'utilisation du kit, pour vraiment que vous vous sentiez prêt à faire boule de neige dans vos structures. Donc, formation à la prise en main du kit.
L'idée de cette formation, donc là c'est une formation imbriquée dans enfin, j'espère que vous suivez le truc, hein. Il y a le kit de formation et si vous voulez l'utiliser vous-même, on vous propose une formation pour pouvoir l'utiliser. Ça va vous permettre de rencontrer d'autres responsables RSE de d'autres structures, ça peut être intéressant comme temps d'échange. De façon générale, le fait que vous soyez capable de former votre équipe, ça vous permet une flexibilité dans votre organisation en interne. Et puis évidemment, ça fait que vos formations, vos sessions, elles seront gratuites parce que vous aurez envie d'en faire partager vos collègues. Option 2, je confie l'animation de la session à l'OPI. Là, du coup, il vous suffit de nous contacter pour adapter le format à vos attentes. Je l'ai dit, ça fait des sessions qui vont d'une demi-journée à un jour et demi et ça va être destiné à vous et à vos collaborateurs. Si vous êtes responsable RSE, ça peut vous simplifier l'organisation de nous proposer d'organiser ça. Par contre, ça ne sera pas gratuit, je le dis tout de suite. Et ça vous permet néanmoins d'avoir la possibilité aussi d'ajouter une session de terrain, d'aller voir concrètement, d'aller explorer les insectes que vous avez autour de chez vous, et puis d'avoir une expertise accrue face à vos équipes pour répondre aux questions. Les deux sont possibles. Et la troisième option, je ne l'ai pas détaillée, mais c'est l'équivalent finalement avec, si ce n'est pas l'OPI, une autre structure. On arrive au dernier point que je voulais aborder avec vous. Alors, donc là, j'en ai fini pour l'instant dans cette phase, en tout cas, de présentation avec le kit. Et on va y revenir si vous avez des questions juste après. Mais là, il me reste quelques petits points à aborder pour bien dire que la formation, c'est pas une fin en soi. C'est une fois qu'on a les connaissances, ça s'arrête pas là. Et il faut vraiment prévoir le passage à l'action. En tout cas, c'est pour ça qu'on a fait ce kit et c'est pas voilà, juste pour faire une petite pause et parler pollinisateurs et fleurs, quoi. C'est vraiment parce qu'il faut concrètement qu'il se passe quelque chose par la suite. Après la formation, qu'est-ce qu'on peut faire? Notamment, on peut rédiger un document de planification et de gestion qui soit adapté aux pollinisateurs. Donc, soit on repart de documents que vous avez déjà au sein de vos entreprises, ou on part du PLU pour les collectivités, par exemple, s'il est en train d'être renouvelé. On se dit, où est-ce qu'on va intégrer des enjeux, la prise en compte des enjeux pollinisateurs qu'on vient de voir au cours de cette session. Donc l'idée étant d'inverser la tendance et notamment en termes de gestion différenciée, de ne pas juste laisser des petits bouts non tondus, mais plutôt l'inverse, d'essayer de tondre là où c'est utile, là où c'est nécessaire et de façon différenciée. Je vous le fais en très très bref, il y a énormément d'autres choses à faire évidemment, mais là c'est l'illustration que vous avez sous le nez. Donc ça c'est potentiellement le truc le plus important, je pense, à mettre en place, document de planification. On peut aussi, pour continuer à impliquer les collègues, organiser des chantiers participatifs visant à mieux accueillir les pollinisateurs. Donc, ça peut être semer des graines, des mélanges fleuris qui soient adaptés. Donc, avec la marque végétale locale, c'est la garantie qu'on est sur quelque chose d'adapté. On peut, je les évoque juste après, retirer des bâches. S'il y a des bâches au sol sur certains de vos aménagements, là, c'est souvent quelque chose qui est fait de façon réflexe, mais qui n'a pas vraiment de sens en termes écologiques, économiques aussi. Et donc, voilà, là j'ai mis quelques bâches qu'on voit au sol qui sont sur des espaces où juste si les bâches n'étaient pas présentes, il y aurait sans doute de la ressource alimentaire pour les pollinisateurs. Il y aurait aussi des sites de nidification parce que là je ne l'évoque pas parce qu'on n'est pas sur une action de sensibilisation. Je vous présente juste un kit, mais en fait, si vous creusez un petit peu le kit, vous verrez que 70% des abeilles sauvages font leur nid dans le sol. Donc retirer les bâches, ça a tout son sens et je pense que ça remporte assez rapidement l'adhésion une fois qu'on a fait le constat de toute cette vie qu'il y a dans le sol. Donc retrouver des sols vivants, ça peut être un chantier participatif. Conserver ou semer des prairies naturelles.
je l'ai évoqué tout à l'heure, donc en semant ou en laissant tout simplement pousser. Organiser des animations régulières, donc ça se fait en parallèle d'actions de gestion qui soient adaptées. Ça peut être confectionner des panneaux pédagogiques, organiser des collectes de plantes sauvages locales sur votre collectivité ou sur votre entreprise pour faire le lien, parler des pollinisateurs un peu tout au long de l'année. Faire des inventaires participatifs SPIPOL, donc ce programme que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un programme de sciences participatives où, en gros, vous vous posez devant un massif fleuri pendant 20 minutes. Vous prenez en photo tout ce qui vient butiner les fleurs et ces données sont reversées au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, ça sert derrière à plein de chercheurs qui vont faire des études et ça permet d'améliorer la connaissance tout en mobilisant bah, plein de personnes qui ne sont pas expertes du sujet. Donc, c'est vraiment assez ludique et je vous encourage à découvrir ce programme. Après, ça peut être d'organiser des concours photos en, en invitant chacun à prendre en photo juste hors programme de sciences participatives, inviter à prendre des photos des insectes qui butinent sur vos emprises. Et puis, on a une exposition, là, à l'OPI, je voulais juste la mentionner là, vous pouvez louer une exposition sur les insectes jardiniers, par exemple, pour animer une semaine sur la thématique. Si vous avez besoin d'outils un peu plus techniques pour agir, il existe aussi énormément de choses. Là, je vous sors quelques ressources qui ont notamment été faites dans le cadre du plan pollinisateur pour trois d'entre elles et l'autre dans le cadre d'une convention avec l'OFB. Donc, il y a des fiches techniques. Ça vous va pas forcément tous vous concerner, mais je le mentionne quand même si jamais il y en a que ça intéresse. Sur l'intégration des enjeux pollinisateurs dans l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas l'objectif là, mais ceux qui y sont concernés pourront aller trouver la ressource. Et il y a deux documents de 4 pages là, qu'on a réalisé. Un avec l'association Contrat de Solutions qui s'appelle Mélange de graines et pollinisateurs, comment bien faire? Ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a plein de bonnes volontés là-dessus, mais on peut se retrouver avec des mélanges fleuris qui sont finalement pas adaptés aux pollinisateurs. Donc, je vous encourage, si ça vous questionne, à consulter cette ressource. La quatrième, là, c'est sur le même principe d'avoir un 4 pages assez synthétique qu'on avait fait avec l'UPGE, l'Union professionnelle du génie écologique. Et là, l'objectif, c'est de vraiment comprendre un peu plus précisément l'enjeu entre pollinisateurs sauvages et ruches, pour pas être dans le conflit, mais plutôt de dire bah, comment on fait pour que euh, je réponde vraiment aux objectifs que j'ai en tête, donc de préserver la biodiversité ou de faire du miel ou enfin voilà, on regarde un peu dans le détail ces enjeux-là. Donc si ça vous questionne, vous pouvez aussi aller consulter. Et puis enfin, il y a le guide ABC Insectes qui est aussi en lien avec notre thématique. Ça, c'est plus pour ceux qui font des atlas de biodiversité communale. C'est à destination des collectivités. Et je vous remercie pour votre attention et encore une fois, vous pouvez poser des questions bah, là tout de suite, dans la foulée, ou aussi par mail si vous avez des questions par la suite et si vous avez des choses à me partager. J'enchaîne, j'ai noté pas mal de questions. Les personnes demandent où pouvoir retrouver tous les documents dont tu as parlé. Ok. Bah, les documents, alors déjà, je vais les mettre dans le chat parce que je m'étais préparé la petite liste. Je vais les mettre directement. Et ensuite, je peux vous dire où est-ce que vous les retrouverez. Sinon, tchouk, j'arrive. Je les ai là. Là, vous avez les 4 que je viens juste d'évoquer. Euh, et le site, est-ce que tu l'as déjà partagé ou pas par hasard, Léna, le site avec le kit pollinisateur? Oui, le site, Oui. il est, et je vais le remettre dans le chat, comme ça au moins. Ok, super, merci. En fait, on a donc, bah, il y a un site de partage de ressources là, bah, qu'au niveau de l'OPI, on anime depuis 2022, donc depuis le début, grosso modo, du plan pollinisateur, qui s'appelle, je vous le partage aussi. Tchouk.
tout de suite. Où là, vous avez vraiment tout. Et il y a aussi une plateforme qui est actuellement portée par l'OFB et Arthropologia, et en fait, donc, que je vais vous partager aussi, sur laquelle vous avez pas mal d'informations. Ça s'appelle pollinisateur.com. Je prends le temps de le faire parce que vous êtes quand même là pour, je pense, avoir accès à toutes ces ressources. Donc ce site, en fait, les deux sites que je viens de vous partager vont fusionner et vont être seulement pollinisateur.com avec l'OPI qui va y contribuer au même titre que l'OFB Arthropologia d'ici cet automne. Donc là, c'est en cours de fusion pour que ce soit plus simple et qu'on n'ait plus qu'un seul endroit auquel se référer. Donc ça, c'est une plateforme qui est assez récente. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Quelqu'un demande quel est le lien entre le PNA pollinisateur et les déclinaisons régionales comme le PRA pollinisateur. Ah bah alors, le PNA, c'est le plan national pollinisateur, donc qui est porté par les ministères. Et en fait, sur les territoires, donc en région, les DREAL et les DRAF, donc les services déconcentrés de l'État, donc services déconcentrés du ministère de la Transition écologique, DREAL, donc, et les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, DRAF, ont comme rôle de rédiger leur feuille de route régionale qui correspond à un plan régional d'action. Il n'y en a pas forcément encore, s'il y en a quasiment dans toutes les régions maintenant. Et parfois, il n'y a pas le volet agricole qui est développé, parfois il est développé. Enfin voilà, c'est à géométrie variable selon les territoires. Mais c'est vraiment complètement lié, hein. Le PNA et les déclinaisons régionales découlent les unes de l'autre. Il y a une question qui dit: existe-t-il un document de bonne qualité, adapté à une impression grand format sur des panneaux dits bons, à destination des lycées? La LPO propose déjà un support de ce type consacré aux oiseaux. Les lycées concernés recherchent plutôt un document portant sur les pollinisateurs. Est-ce que ce type de document existe? Impression grand format. Bah alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'exposition sur les insectes jardiniers qu'on a. Donc, c'est pas forcément le même support. Je ne connais pas ce support de la LPO précisément. Léna, si tu as des éléments, t'hésites pas surtout à répondre, hein. Euh, mais alors du coup, comme c'est un peu en dehors de mathématiques, moi j'avoue que je travaille pas avec les scolaires et que là on est plutôt sur un webinaire pour les professionnels. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Peut-être, Jenny, vous pouvez envoyer un mail à l'OPI pour faire votre demande plus précisément et là ça sera redirigé vers les bonnes personnes. Je vous mets dans le chat le lien vers l'exposition insectes jardiniers pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en ressort. Je vous mets aussi le lien peut-être des ressources Speople où il y aura peut-être des choses qui correspondront à votre demande. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à envoyer un message à l'OPI et on retransmettra à des collègues qui pourront aussi vous aider sur cette question-là. Alors, je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a des ressources qui abordent la gestion différenciée en fonction des régions et de l'état de la végétation, surtout avec ces périodes de canicule répétées. Eh bah oui, enfin en fait, il y a plein de ressources qui existent sur la gestion différenciée. Euh, alors, je vais parler pour le site que pour l'instant je maîtrise le mieux, c'est le site internet partage de ressources là pour l'axe 3 que j'ai mis juste au-dessus dans le chat. Bah là, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Mais ceci dit, ça va être la même chose sur l'autre, hein. Sur les deux plateformes, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Et si vous mettez gestion différenciée, moi, j'ai en tête pas mal de ressources déjà qui abordent le sujet. Notamment des documents de plantécité. Enfin, oui, il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Il y a une question qui a été posée sur les outils. Est-ce que tu as des outils qui sont vraiment axés direction des services des espaces verts? Bah, en fait, les outils dans le cadre du kit ou en Je dehors? crois que c'était assez général, mais je m'avancerai pas. Ouais. En tout cas, dans le cadre du kit, bah, c'est adaptable, enfin, ça touche tout type de personnes. Et après, dans la partie d'atelier qui concerne
enfin, qui est sur le passage à l'action, bah, de toute façon, c'est adapté selon les moyens qu'on a, donc selon nos types de métiers. Euh, et après, dans les outils que vous allez retrouver sur les sites qui sont partagés, bah oui, en fait, parce qu'en général, c'est les premiers touchés, enfin, c'est les premiers qui vont être concernés, c'est eux qui vont avoir l'engin pour faire la gestion sur les sites. Donc, ah non, sur la direction des espaces. Pardon, ma réponse est un peu brouillon. Mais, ouais. Et Mais ce en qui est chouette, gros, c'est que dans le chat, une personne a partagé aussi une ressource de Arthropologia oui, pour évaluer et agir en faveur des pollinisateurs dans les espaces verts. parfait. Bah voilà, bah ça c'est le diag pollinisateur. Oui, oui, c'est très bien. Ça permet que chacun puisse tester sur son espace. Donc là, vous pouvez enfin, des gestionnaires d'espaces verts peuvent le tester, se dire bah, est-ce que la fonction de nourrissage de mon site est plutôt bonne? Nourrissage, est-ce qu'il y a du nectar et du pollen en gros? Est-ce que j'ai des sites de nidification pour les pollinisateurs sur mon espace? Est-ce qu'il est connecté avec une trame paysagère cohérente aussi? Donc voilà, ouais, ça c'est un bon outil. On a une question aussi sur le replay de la visio. Et oui, alors du coup, ce webinaire a été enregistré et il sera de nouveau consultable sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, vous aurez le lien pour pouvoir revisionner l'intervention de Tiffaine. Des interventions au pied ont-elles été faites dans les hôpitaux? Est-ce faisable? Alors, je ne sais pas exactement précisément ce que concerne, enfin, ce qu'on entend par hôpitaux. Est-ce que c'est les espaces verts des hôpitaux ou est-ce que c'est au sein des hôpitaux? En tout cas, on a déjà travaillé avec une association qui s'appelle C2DS et qui est plutôt sur tout ce qui va être RSE autour des hôpitaux et plus largement des établissements de santé pour essayer de mobiliser toutes ces structures dans la prise en compte des pollinisateurs sur leur surface. Parce qu'en fait, les hôpitaux, c'est anciennement des hospices, enfin, il y a énormément de surface, c'est très grand, avec peu d'enjeux. Enfin, en gros, on peut faire un peu tout ce qu'on veut dessus. Et en plus, on peut, quand on met en place des actions, sensibiliser directement les patients qui sont au sein des hôpitaux. On a vraiment le lien avec le concept de une seule santé. En gros, les espaces verts sont entretenus de façon vivante, avec une biodiversité, avec beaucoup de vie dessus. Et les patients dans les hôpitaux vont en profiter. Et ça peut aussi améliorer psychologiquement l'état de leur santé. Grâce à cet aspect-là. Oui, bah, du coup, plutôt en extérieur, donc ça répond à la question. Oui, on a mené des actions avec les hôpitaux. Après, on a envie de mener des actions avec plein d'acteurs. Il faut que derrière, il y ait vraiment des attentes précises, parce que c'est un peu ce que j'ai dit en filigrane hein, sur ce webinaire. On fait des actions de sensibilisation, mais derrière, enfin, ce qui compte vraiment, c'est qu'il y ait des acteurs qui nous disent, bon, bah là, maintenant, j'ai compris. Je veux passer à l'action et là, on passe vraiment sur des choses concrètes, quoi. La dernière question que j'ai notée, c'est est-ce que les PRA seront renouvelés comme le sera le PNA pollinisateur? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre moi. Donc c'est le ministère qui gère ces aspects-là. Moi, déjà, je n'ai pas la réponse sur exactement quand est-ce que le plan va être renouvelé. Est-ce que c'est dès 2027? Est-ce qu'il y aura un bilan et qui va être renouvelé en 2028? Et sous quelle forme? Donc, je suis désolée, j'ai pas de réponse là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que quand il sera renouvelé, enfin oui, ça n'aurait pas de sens qu'il n'y ait pas de déclinaison régionale, puisque à l'échelle nationale, on est trop vague en fait. Là, on va pouvoir toucher des têtes de réseau, parler dans les grandes lignes, mais il faut forcément que ça se fasse à une échelle plus locale. Donc déjà, la région, ça reste assez général. Donc il faut à minima cette échelle-là pour ensuite toucher précisément chaque territoire. Oui, Johan Houry dit qu'il y a certains PRA qui sont déjà prévus sur après 2026. En fait, c'est vrai qu'il y a des feuilles de route qui n'ont
qui ne sont pas calqués sur 2021-2026. Donc, et parfois, c'est même calé sur 10 ans, ou certains viennent juste de finaliser leur feuille de route, donc c'est pour les 5 prochaines années. Enfin, voilà, c'est à géométrie variable, comme je vous le disais. D'ailleurs, sur le site de partage de ressources, vous avez un onglet régional et vous pouvez regarder ce qui se passe dans votre région quand c'est partagé. J'ai pas forcément toutes les infos partagées, mais il y a ça. Et ça sera bientôt sur le site pollinisateur. Et peut-être dernière question, et une question qui a été reprécisée. Donc, gros sites industriels, obligation de compenser leurs impacts sur l'environnement avec un arrêté ICPE surveillé par DREAL, 2 axes, une autre parcelle dédiée à la biodive et des mesures sur le site. Pour les mesures sur site, tout est taxé, mammifères, oiseaux, rien sur les insectes. Pourquoi rien sur les insectes s'il y a un PRA? En fait, le PRA, c'est un cadre, c'est une feuille de route. Ça dit, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Enfin, voilà, ça donne des objectifs, des grandes lignes et ça propose des actions plus précises à mettre en œuvre. Mais c'est pas réglementaire. Donc, il peut y avoir un PRA sans qu'il y ait plein d'actions. Donc, derrière, il y a vraiment un côté animation. Il faut que chacun se prenne en main pour mettre en place les choses. Donc, s'il n'y a rien de fait, bah, c'est à faire. C'est, voilà. Mais, voilà, comme le dit Philippe Hay aussi dans le chat, ne pas hésiter à contacter les animateurs dans vos régions pour proposer des choses, pour dire ah, peut-être que là, c'est un site prioritaire et qu'il y aurait moyen de se mobiliser précisément en ce lieu. Mhm. On a une question. Quelles seraient les actions qui seraient envisageables le long d'un profil routier ou autoroutier en prenant en compte le facteur de mortalité des insectes vis-à-vis des véhicules et hormis le fauchage tardif? Bah alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, notamment, je parlais des bâches tout à l'heure, donc il y a encore beaucoup d'endroits où on voit des bâches sur des talus, mettre des plantes rampantes à la place. Enfin, après, il y a peut-être certains endroits où vraiment, je veux pas non plus être carrément dans la caricature, mais il y a, je pense, 80% des cas où on peut se passer des vaches. Euh, Parfois, ça peut être adapté. Après, bah, on peut penser, au-delà du faussage tardif, à des zones de nidification. Après, je réponds pas trop sur le côté mortalité des insectes vis-à-vis des véhicules routiers parce que ça, tant qu'il y aura des voitures à circuler sur l'infrastructure et s'il y a des insectes à proximité, il y a potentiellement un impact. Donc, on n'a pas la baguette magique pour les faire. Autant il y a des crapauducs ou des éléments qui existent pour d'autres animaux, autant pour les insectes, bon bah ils volent, ils vont passer devant les voitures. Mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir le maximum de ressources alimentaires pour eux et de sites de nidification. Et j'ai envie de dire, tant pis s'il y en a un petit peu plus qui sont écrasés, tant qu'il y en a un peu plus de vivants par ailleurs, c'est ça qui compte. Faut pas s'empêcher de mener des actions même dans ces zones. Je pense qu'on va Est-ce qu'il y a... pouvoir. Ouais, Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on ouais. a fait le tour des questions. En tout cas, je suis contente de voir qu'il y a une bonne participation et puis que ça a l'air de vous avoir intéressé. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui dépassent hein, le cadre du kit. Donc, n'hésitez pas à les reposer, enfin voilà, à nous contacter en dehors pour aller plus loin sur ces thématiques. Et merci à tous.